Donc on entend beaucoup de choses en ce moment sur l'immobilier, sur les taux, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il va y avoir un effondrement cataclysmique des prix de l'immobilier et pourquoi ça n'a rien à voir avec les taux. On va parler donc des taux, de l'inflation, mais aussi du marché immobilier réel et enfin du grand reset. Alors d'abord, je dois vous expliquer pourquoi je me suis trompé l'année dernière en annonçant cette crise immobilière qui finalement n'a pas eu lieu. Je ne me suis pas vraiment trompé. J'ai annoncé une crise immobilière qui devait arriver l'année dernière et qui arrive maintenant, ou peut-être qui arrivera l'année prochaine ou l'année suivante. On verra que maintenant, ça peut être légèrement repoussé, mais plus ce sera repoussé, plus ce sera violent. Alors, ce que j'avais pas anticipé, c'est que les aides massives de l'État allaient profiter quasi exclusivement aux propriétaires et aux banques. Je m'explique. Quand vous mettez une entreprise à l'arrêt, et que vous lui promettez le paiement de ses charges fixes. Donc cette entreprise qui est à l'arrêt n'a plus de salaire à payer, elle n'a plus de matières premières à payer, plus d'énergie à payer. Mais qu'est-ce qui lui reste comme charge fixe? Il lui reste son loyer. Ce qui veut dire que vous mettez toute l'économie en difficulté, mais pas le propriétaire et pas la banque. Quand vous mettez une grande partie des salariés au chômage partiel, en leur promettant 70% de leurs revenus, eh bien, ils sont obligés de rogner dans leurs dépenses de loisirs, de vacances, d'habillement, etc. Mais ils vont quand même acheter de la nourriture, de l'énergie, et ils vont payer leur loyer. Ce qui veut dire que leur propriétaire n'est pas en difficulté, leur banque n'est pas en difficulté. Alors, ce qui était difficile à anticiper, c'est que l'État, après 20 ans de rigueur, allait faire 650 milliards d'euros de dettes pour repousser une crise immobilière. Ça, j'avoue que franchement, c'était pas facile à anticiper l'année dernière. Mais cette fois-ci, on va faire attention et se dire que, attention, ça peut se reproduire. L'État, pour repousser la crise immobilière cette année, peut rajouter encore 650 milliards d'euros de dettes, mais ça ne fera que repousser la crise qui sera d'autant plus violente, on le verra. Alors pourquoi il va y avoir une crise immobilière et pourquoi surtout ça n'a rien à voir avec les taux, puisqu'on entend toujours parler de ces taux qui vont monter, baisser, etc., qui feraient le marché. Eh bien non, c'est faux, il y a un marché immobilier et par-dessus il y a un marché du crédit avec les taux. Et cette fois-ci il va y avoir une crise immobilière et c'est pas à cause de ce marché du crédit. Alors, pour en finir avec cette histoire de taux, le prix d'un logement, c'est le prix de vente qui est accordé au vendeur, plus le prix du crédit qui est accordé à la banque et à la banque centrale. Donc si les taux augmentent, le prix de vente baisse et le prix du crédit augmente. Hein, c'est ce qu'on craint là actuellement avec une augmentation des taux qui est finalement pas si probable que ça. A l'inverse, si les taux diminuent, les prix augmentent et le prix du crédit diminue. Ce qui veut dire que finalement le prix est constant. Pour l'acheteur, le prix ne change pas. Hein, vous pouvez mettre des taux à 30%, ça va juste faire s'effondrer les prix et les prix de l'immobilier, mais ça va faire augmenter le prix des crédits et finalement le prix payé par l'acheteur sera le même. Alors évidemment, pour le vendeur, c'est différent, hein, puisque si les taux augmentent, lui, il vend moins cher, donc il n'est pas content. Alors là, vous allez me dire, objection. Dans les années 2010, il y avait des taux à 3-4% et pourtant il n'y a pas eu de crise immobilière. Ben oui, mais à ce moment-là, le taux d'endettement des ménages et des entreprises était beaucoup plus faible. Et finalement, ces taux, ils vont avoir une incidence indirecte sur les prix de l'immobilier puisqu'ils vont avoir une incidence sur le taux d'endettement des ménages. En gros, si le taux d'endettement des ménages augmente, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on emprunte plus d'argent à la banque centrale pour l'injecter dans l'immobilier. Alors forcément, ça fait augmenter les prix de l'immobilier. Mais on l'a compris, hein, le taux d'endettement des ménages, il peut augmenter, il peut être sur une dynamique d'augmentation, mais pas infini. Au bout d'un moment, au moins, ça se stabilise. Et à l'inverse, si le taux d'endettement des ménages diminue, eh bien le prix diminue. Puisque, on l'a compris, on a des propriétaires qui tous les mois remboursent un crédit, donc tous les mois vont donner de l'argent à la banque centrale qui va le détruire. Et donc, s'il y a moins de gens qui s'endettent pour racheter des biens neufs, eh ben, ça veut dire qu'on injecte moins d'argent dans l'immobilier qu'on en détruit, et donc ça fait baisser les prix, tout simplement. Alors, les taux, ils vont avoir une importance pour notre cas actuel, parce qu'ils ont un lien avec l'inflation. Mais en tout cas, la question des taux et de leur rapport avec les prix n'a aucune importance pour les acheteurs. Alors, venons-y justement à l'inflation, puisque pour le coup, il y a un rapport direct entre l'inflation, les taux et le marché immobilier. La première chose qu'on peut dire sur l'inflation, c'est que pour une fois, elle joue contre le marché immobilier. En effet, ce n'est pas une inflation des salaires et des marges des entreprises, c'est une inflation
des matières premières et des biens importés. En France, on n'a ni matières premières ni industrie pour produire des biens, et donc forcément on importe tout. On a d'ailleurs une balance commerciale déficitaire de 92 milliards d'euros, ce qui est le pire résultat de la balance commerciale de l'histoire de France, et qui est absolument catastrophique. Mais donc si on augmente le prix des matières premières et des biens importés, forcément ça met les entreprises en difficulté. Elles sont obligées d'augmenter leur prix. La première chose qu'on peut dire déjà, c'est qu'elles vont arrêter de faire des investissements immobiliers. Puisque malgré tout, quand les entreprises font des bonnes marges, elles font des investissements immobiliers, ce qui a une répercussion finalement sur tout le marché. Mais également, le chef d'entreprise, les actionnaires vont finalement gagner moins d'argent. Et donc, ils vont faire eux aussi moins d'investissements immobiliers personnels. Et enfin, les entreprises ne pourront pas augmenter les salaires. Alors c'est vrai que on a une pénurie de main-d'œuvre et on nous dit que cette pénurie, elle va provoquer une augmentation des salaires. Sauf que cette augmentation des salaires, on ne la voit pas. Et en tout cas, si elle existe chez les fonctionnaires, elle est largement inférieure à l'inflation. Pourquoi on a une pénurie de main-d'œuvre? C'est pas parce qu'on a plus d'activité qu'avant. C'est parce que avec le Covid, les gens finalement ont refusé de travailler dans les mêmes conditions qu'avant. Je prends l'exemple de la restauration. Avant, on avait des serveurs qui étaient hyper dynamiques, hyper performants, qui travaillaient 12 heures par jour en faisant la coupure pour le SMIC et qui fermaient leur gueule. Et aujourd'hui, ces gens, après le Covid, ils sont allés travailler dans des bureaux avec la climatisation, les 35 heures, etc. Et on essaie de les remplacer par des nouveaux salariés. Mais ces nouveaux salariés, ils sont 10 fois moins performants. Parce que finalement, les serveurs n'étaient pas si cons que ça, ils étaient capables de retenir ce qu'avaient commandé 60 personnes dans la salle, au point que si la caisse tombait en panne, ils pouvaient quand même facturer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs qui ne savent pas porter 3 verres. Et forcément, c'est pas la même productivité. Et en plus, ces gens, ils demandent à être payés pour leurs heures. Alors c'est bien dommage. Donc finalement, tous les esclaves finalement, des métiers pénibles d'avant le Covid ont trouvé des meilleures conditions de travail et on n'arrive pas à les remplacer. Ce qui veut dire que on a une pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, on a une baisse de la productivité. Et donc forcément, on ne peut pas augmenter les salaires, surtout avec une augmentation des matières premières et des biens importés. Alors la deuxième chose que va provoquer cette inflation, c'est une réduction du revenu disponible des ménages pour l'immobilier. Forcément, si la nourriture est plus chère, l'énergie est plus chère, etc., j'ai forcément moins d'argent à placer dans mon crédit, donc moins de capacité d'emprunt. Quel que soit le taux, tu peux me mettre un taux à moins 2%, si je n'ai pas de revenus, je ne peux pas emprunter, ma banque ne va pas accepter. Donc le taux, là, on s'en fout. C'est le revenu des ménages qui est rogné et donc qui provoque une réduction de l'émission de crédit. Alors, un autre point peut-être un peu plus négligeable, c'est qu'il va y avoir forcément des loyers impayés. Alors, en France, il y a énormément d'aides, les APL, la prime d'activité. L'État aide beaucoup pour que surtout il n'y ait jamais de loyers impayés, que les propriétaires et les banques ne soient pas en difficulté. Sauf que on est quand même le pays qui donne le plus d'aides sociales et on va avoir une augmentation des taux. Ce qui veut dire que l'État va avoir des difficultés à emprunter plus. Alors, est-ce que l'État, pour maquiller une nouvelle fois la crise immobilière, va pouvoir augmenter les aides sociales? Probablement un petit peu pendant un certain temps, mais bon, on l'a compris, ça ne va pas aller très loin. Et si on a des loyers impayés, on a faillite des investisseurs immobiliers, et là c'est la cascade, puisque ça met des biens immobiliers sur le marché à nouveau à la vente, ça rend les biens immobiliers invendables, et donc ça augmente la gravité des faillites. Donc on l'a compris, c'est un cercle vicieux. Mais de toute façon, même si cette inflation ne menait pas forcément à des loyers impayés, elle va forcément mener à des loyers revus à la baisse. C'est-à-dire que le ménage qui pouvait mettre 1000 euros dans son loyer pour avoir un logement relativement confortable ne pourra plus le faire. Tout simplement parce que les 1000 euros, il ne les aura pas. Donc il va prendre un logement à 600 euros, un peu plus petit, ils vont se tasser un petit peu. Et ça fait que le bien à 1000 euros, il ne va pas trouver preneur. Donc voilà, on l'a compris. Cette fois-ci, l'inflation, c'est pas une inflation de toute l'économie, c'est une inflation de ce qu'on importe. Et l'inflation joue contre l'immobilier. Alors, je précise simplement pour ceux qui vont me dire qu'aux États-Unis, cette inflation peut mener, même si ce n'est pas encore exactement le cas, à une augmentation des salaires. La situation est différente aux États-Unis puisque les États-Unis vendent de l'énergie. Donc quand il y a une augmentation des prix de l'énergie, pour eux c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et par ailleurs ils ont une industrie.
Donc on ne peut pas comparer du tout. Si aujourd'hui l'inflation en Europe ne mène pas à une augmentation des salaires. Alors, la Banque centrale, elle peut lutter contre l'inflation en augmentant les taux. Mais on l'a déjà vu, hein, si les taux augmentent, les prix de l'immobilier baissent. Donc soit la Banque centrale augmente ses taux et provoque un effondrement des prix de l'immobilier, soit la Banque centrale laisse courir l'inflation, ce qui mène à rogner le revenu des ménages, des entreprises et des chefs d'entreprise, et donc ce qui mène à une baisse de l'investissement en immobilier et donc une baisse des prix de l'immobilier, soit la Banque centrale trouve un juste milieu, ce qui est le plus probable, un taux moyen, qui finalement lutte moyennement contre l'inflation, mais qui rend quand même le crédit plus cher, ce qui mène à une baisse des prix de l'immobilier. Donc on l'a compris, pour le moment, la seule variable d'ajustement qu'il y a après ces années de planche à billets, c'est une baisse des prix de l'immobilier. Il y en aurait une autre, ce serait d'augmenter encore l'endettement public pour donner plus d'argent finalement aux ménages et aux entreprises pour qu'ils continuent à investir dans l'immobilier. Ça pourrait être, admettons, hein, je ne sais pas, des solutions avec des crédits négatifs hein, pour de la rénovation. Et ça, c'est possible. Mais forcément, ça va mener à une augmentation de l'endettement des ménages, des entreprises et de l'État, et on l'a compris, ça ne fera que repousser le problème, ça fera augmenter les prix de l'immobilier pour qu'ils chutent encore plus fort quand viendra la crise. En réalité, la BCE, elle ne lutte pas contre l'inflation. Elle lutte depuis 2 ans contre une crise déflationniste de très grande ampleur. Ça fait 15 ans que toutes les banques centrales du monde font une grande expérience de planche à billets pour tenter de stimuler les investissements en se disant que c'était formidable. Sauf que, effectivement, ça stimule les investissements, mais ça provoque aussi une augmentation des inégalités. Ça favorise des entreprises qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être présentes sur le marché, c'est-à-dire qu'elles sont aidées par ce crédit vraiment pas cher, mais elles n'apportent pas vraiment de plus-value. Et surtout aujourd'hui où on a une mutation de l'économie et on n'a plus besoin des mêmes entreprises qu'avant. Ça favorise les ultra-riches, le marché action principalement, et puis secondairement le marché immobilier. Et ça crée des bulles. Mais finalement, ça nous amène à une impasse. Et elle voulait, les banques centrales, dégonfler lentement ces bulles sans provoquer de grosses crises, mais finalement arrêter de stimuler l'augmentation de ces bulles. Sauf que derrière, il y a eu le Covid et la crise ukrainienne, ce qui veut dire qu'elles ont été obligées d'injecter encore massivement des liquidités, de faire tourner cette planche à billets encore à plein régime, et d'aggraver le problème. Et aujourd'hui, elles sont complètement bloquées. Parce qu'au début, quand vous faites tourner la planche à billets, vous n'avez pas d'inflation directe sur l'économie réelle. En effet, je le dis depuis 10 ans, l'inflation, elle est sectorielle dans le temps, dans l'espace et dans le secteur d'activité. Ce qui veut dire que quand vous faites tourner la planche à billets, la première chose que vous stimulez, c'est le marché action, qui absorbe finalement les liquidités sans qu'il y ait vraiment de modification des prix à la consommation et des salaires, sans qu'il y ait de conséquences réelles pour l'économie. Mais avec le temps, les gens ils finissent par faire des prises de bénéfices, les actionnaires font des prises de bénéfices en vendant leurs actions sur le marché immobilier, et donc là ils veulent consommer de la réalité. Et donc cet argent qui était injecté massivement avec le Covid dans le marché immobilier, dans le marché action, il finit par déferler sur l'économie réelle et provoquer une augmentation du prix des matières premières, et des produits, des services, etc. Et là, c'est là où arrive le problème, parce que la Banque centrale devrait finalement continuer à faire tourner sa planche à billets pour éviter cette crise déflationniste, pour inciter les ménages et les entreprises à continuer à investir, et en même temps, elle ne peut pas le faire, puisqu'il faudrait qu'elle augmente ses taux pour lutter contre l'inflation qui est déjà arrivée. Et donc ça, c'est la trappe déflationniste, c'est la pire situation qui peut arriver dans une économie. Alors, on peut augmenter la dette publique, comme je le disais, hein, pour finalement continuer à stimuler ces investissements artificiellement. Mais pendant combien de temps? 1 an? 2 ans? Voilà. Tôt ou tard, mathématiquement, ça va s'effondrer. Et alors pour ceux qui me diraient que c'est pas grave l'inflation, on peut laisser tourner la planche à billets, augmenter le prix de tous les produits et augmenter les salaires de 15% d'une manière supérieure à l'inflation. Bon, je rappelle quand même que l'euro est une monnaie européenne, hein, comme son nom semble le laisser supposer, et non pas une monnaie française. Ce qui veut dire que si on laisse tourner la planche à billets et qu'on provoque de l'inflation,
Alors pour nous, on est très contents, mais pour les pays qui sont en excédent budgétaire et commercial comme l'Allemagne ou la Hollande, bah, ça correspond, hein, une inflation à 10%, ça correspond à leur dire qu'on leur efface 10% de leurs bénéfices. Ce qui veut dire que ça ne correspond pas à demander un crédit à l'Allemagne parce qu'on est en difficulté. Ça correspond à demander à l'Allemagne qu'elle nous donne de l'argent. Et les Allemands sont un peuple très charmant, hein, très gentil. C'est pas du tout des nazis, comme on pourrait le supposer. Ils sont très gentils. Mais ils sont quand même pas complètement cons. Donc si tu veux, ça peut marcher un moment parce que l'Allemagne n'a pas forcément intérêt à voir l'économie française s'effondrer. Mais est-ce que l'Allemagne va aider les propriétaires français à maquiller la crise immobilière qui va de toute façon arriver? Bon, c'est pas sûr. Un autre point qu'on peut dire, hein, rapidement sur l'inflation, c'est que cette inflation n'est pas uniquement liée à la planche à billets, elle est aussi liée à une modification des habitudes de consommation au niveau mondial qui provoque un besoin d'investissement plus important et donc bah, les produits sont plus chers. Elle est aussi liée à des pénuries qui, cette fois-ci, sont soit liées à des tensions géopolitiques. Alors combien de temps ça va durer, on ne sait pas, hein, ça peut durer encore très longtemps. Mais si c'est pas lié à des tensions géopolitiques, c'est de toute façon lié à une crise environnementale, hein. De toute façon, on sait qu'on aura moins d'énergie parce qu'on a passé le pic énergétique, on aura moins d'énergie disponible, et donc forcément le prix de l'énergie va augmenter, mais le prix aussi d'énormément de matériaux rares va augmenter. Donc ce qui veut dire que cette inflation, elle est partie pour durer très longtemps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur finalement le calcul des prix de l'immobilier, on va juste faire un petit rappel pour expliquer les raisons du risque déflationniste qu'il y a et contre lequel la BCE lutte depuis 2 ans. Parce qu'en réalité, il y a un équilibre qui se fait entre les investissements qui sont faits par les primo-accédants et les remboursements qui sont faits tous les mois par les anciens propriétaires à leur banque et donc à la Banque centrale. Et si cet équilibre est rompu, si par exemple il n'y avait plus de primo-accédants qui achètent, eh ben, on rembourse plus d'argent à la BCE qu'on ne lui en prend en investissement, et donc ça réduit la quantité de monnaie en circulation dans le pays, et c'est une catastrophe pour la totalité de l'activité du pays. Donc il ne peut pas y avoir de baisse des investissements, ou en tout cas ça provoquerait un crash qui dépasserait le cadre de l'immobilier. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va essayer de regarder qu'est-ce qui fait finalement le prix des biens immobiliers sur le marché aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a une idée reçue qui est que le prix, c'est l'ancien prix plus la plus-value. Alors ça marche pour la psychologie, hein, des acheteurs en leur disant moi j'ai acheté tant et je veux vendre plus cher. Mais en réalité, ça n'est pas connecté à la réalité. Si demain il y a 0 acheteur pour ton bien immobilier, bah, ton bien immobilier il vaut 0 €. Hein, tu n'as pas mis des billets dans les murs, tu as mis du béton. Les billets ils sont empruntés à la banque et ils sont remboursés. Alors qu'est-ce qui fait le prix finalement mathématiquement des biens immobiliers? Eh bien, c'est l'apport global au niveau national de personnel des ménages, plus le crédit immobilier total qui est émis par les banques au niveau national, divisé par le nombre de biens à vendre. Alors regardons ça un petit peu en détail. Donc l'apport des ménages. Alors c'est vrai que pendant le Covid, il y a eu l'apport Covid, le fameux apport Covid, hein, de ce qui n'avait pas été consommé, qui a créé un boom immobilier en 2021. Mais attention, cet apport, il correspond quand même à un déficit de consommation sur Paris. Alors c'est très bien pour les petites villes et toutes les villes qui bénéficient de l'exode urbain. J'ai déjà fait une vidéo sur l'exode urbain sur laquelle vous pouvez revenir. Mais c'est une catastrophe pour Paris. Pour le moment, les commerces parisiens ont été aidés par l'État, et donc du coup, ça se voit pas. Mais forcément, ces aides de l'État, elles vont se tarir, et donc ça va mettre tout finalement toute l'économie parisienne en difficulté. On rappelle que si les prix baissent sur Paris, ce qui est déjà le cas depuis 7 mois consécutifs, mais ça n'est que le début, hein, pour le moment on est juste en phase d'augmentation des stocks à vendre. Et ben forcément, ça va tarir le flux d'alimentation en monnaie dont bénéficiaient les villes de l'exode urbain. Hein, forcément, s'il y a moins de ventes à Paris, ou des ventes moins chères, et ben déjà, forcément, les gens auront moins d'argent pour aller investir en campagne, et puis, au bout d'un moment, les prix vont tellement baisser à Paris que les gens vont racheter sur Paris. Bon, alors, et puis, un dernier point, c'est que cet apport des ménages, il est rogné aujourd'hui par l'inflation. Donc il est en train de baisser. Prenons maintenant le crédit émis par les banques. Alors, on oublie toujours ce point-là, mais quel que soit le taux,
Ben, un crédit, ça s'appuie sur des revenus. Donc si les revenus baissent, forcément, on l'a déjà dit, hein, la capacité d'emprunt baisse, quel que soit le taux. Si la BCE soutient les salaires, ben, ça va, et les entreprises, ça va faire augmenter l'inflation, ça va rogner finalement à terme le revenu euh, des salariés et des entreprises, donc ça va provoquer une crise immobilière. Si la BCE lutte contre l'inflation en augmentant les taux, ça baisse la capacité d'emprunt. Bon, en gros, le problème, c'est l'endettement excessif des ménages et des entreprises, et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que cette émission de crédit, nécessairement, elle va diminuer, ou au moins s'affaisser un petit peu. Et enfin, le nombre de biens à vendre. Alors, contrairement à une idée reçue, le nombre de biens à vendre n'a jamais été aussi important. L'année dernière, on était sur la première année de l'exode urbain. C'est-à-dire que les Parisiens sont partis, les Parisiens les plus malins sont partis de Paris pour aller acheter des biens à la campagne. Et donc, ils ont vendu leurs biens à Paris avant la crise, à un prix élevé, pour aller acheter sur les marchés pas chers à la campagne. Donc forcément, le mec, il a vendu son bien à Paris 1 million d'euros, il vient en Bretagne avec son million d'euros pour acheter de l'immobilier. Ben, il a saturé complètement l'immobilier breton. Hein, puisque c'est énorme, 1 million d'euros pour la Bretagne. Sauf que la personne qui lui a acheté son bien 1 million d'euros à Paris, il s'est fait complètement avoir. Aujourd'hui, 2 ans après, ça vaut 800 000 euros. Et du coup, il n'est pas très content. Et ça marche qu'une fois. C'est-à-dire que le prochain acheteur, si tu lui dis, bah, ok, ça vaut 800 000 euros aujourd'hui, il sait que dans 2 ans, ça vaut 600 000. Il n'a pas trop envie d'acheter le bien à Paris. Donc voilà. Et puis, de même, tous ces gens qui sont partis acheter des biens dans les petites villes, dans le sud, en Bretagne, ils ont acheté 1 an de biens. Or, le flux de biens à vendre, il ne se tarit jamais, puisqu'il est lié principalement au décès. Et des décès, en Bretagne, dans le sud, il y en aura encore en 2022, il y en aura encore en 2023, et probablement également en 2024. Peut-être même plus, puisqu'on est en plein papy-boom. Bon, globalement, cet exode urbain, on l'a compris, ça augmente considérablement le nombre de biens à vendre. Puisque avant, on avait des biens qui étaient à l'abandon à la campagne et qui ne trouvaient pas acheteurs, et aujourd'hui, on a des Parisiens qui viennent les acheter. De plus, ça augmente également la surface constructible de manière considérable. Les prix ne peuvent. Je m'explique. Si les prix dépassent 4000 euros du mètre carré à la campagne, bah, nécessairement, ça va déclencher des programmes de construction. Puisque avant, les prix de vente, ils étaient inférieurs au prix du neuf. Alors même si le prix du neuf a augmenté, les terrains sont tellement pas chers que si les prix de l'ancien venaient à dépasser les 4000 euros, ça déclencherait des programmes de construction dans le neuf et donc des nouveaux biens sur le marché. Ce qui veut dire qu'à la campagne, les prix sont bloqués à 4000 euros, ils ne peuvent pas augmenter mécaniquement. Alors sauf peut-être au bord de la mer ou dans certains endroits où il n'y a pas beaucoup d'espace. Rajoutons un autre élément, c'est que finalement cet exode urbain va provoquer des faillites en ville. Déjà parce qu'il y a une baisse de la consommation, hein, forcément il y a moins de monde, mais il y a aussi l'inflation qui provoque une baisse de la consommation. Il y a la livraison à domicile qui fragilise les commerces de proximité. Et enfin, il y a toutes les entreprises qui ont été aidées pendant le Covid avec des pré-Covid, mais qui ne faisaient pas de bénéfices, et qui aujourd'hui doivent rembourser les pré-Covid. Et donc, on voit une augmentation des faillites, alors qu'il y avait eu artificiellement, finalement, une baisse des faillites pendant le Covid. On sait, c'était des entreprises fantômes qui étaient maintenues, finalement, en vie artificiellement par l'État. Bon, alors, tous ces commerces, à terme, ils vont être convertis en logements, ce qui augmente l'offre de logement. On peut parler également de l'immobilier de bureau. Hein, donc avec le télétravail, les gens sont partis des bureaux, il n'y a plus besoin de bureaux, forcément, ça va provoquer une conversion de logement, d'immobilier de bureau en logement, et donc augmenter l'offre. On le voit déjà à Lyon, par exemple. À Lyon 6e, on a eu une baisse l'année dernière des prix de 10%. Alors Lyon 6e, c'est le quartier d'affaires qui était en plein essor, qui était l'endroit, the place to be il y a 2 ans, où il fallait investir. Et bien maintenant, les prix ont baissé de 10% parce que les bureaux sont vides. Alors pour le moment, ils n'ont pas été encore convertis en logement, mais on sait bien qu'ils ne vont pas rester vides 10 ans. Et déjà, même avant finalement la conversion en logement, on a déjà une baisse des prix. Et puis, on peut parler également de la crise du tourisme parisien. Alors d'abord parce qu'il y a une baisse du tourisme international en général, mais aussi parce que finalement Paris n'attire plus. Aujourd'hui, c'est plus le tourisme vert, donc personne n'a envie d'aller louer un hôtel dans une banlieue parisienne. Et puis aussi, il y a une baisse du tourisme d'affaires,
Donc des hôtels qui sont vides à cause des téléconférences. Hein. Bon voilà, c'est plus à la mode de prendre l'avion pour aller faire une conférence à Paris, on fait une téléconférence. Et forcément, ça baisse le revenu de la ville et ça provoque une disponibilité d'hôtels à convertir en logement. Donc, conclusion. Si on reprend notre calcul de base, on se rend compte que les apports ont baissé et vont baisser considérablement, les crédits vont baisser et le nombre de biens à vendre augmente. Donc mécaniquement, ça va baisser, ça va provoquer une forte baisse des prix. On rappelle juste un petit élément, c'est que s'il y a une baisse des prix de vente, les loyers vont également baisser. Bah oui, parce que les gens ils vont garder leur logement vide 1 ou 2 ans en se disant que leur appartement parisien vaut 1 million d'euros. Puis au bout d'un moment, ils vont comprendre que en fait, il vaut 500 000 et qu'ils n'ont pas envie de le vendre à 500 000, donc ils vont le louer. Ça augmente l'offre de location, ça fait baisser le prix des loyers et ça met des investisseurs immobiliers en difficulté. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais nuancer mon propos en disant qu'il peut y avoir des aides de l'État aux propriétaires sous une forme plus ou moins directe et déguisée. Mais on l'a vu, hein, pas de manière infinie parce que ça provoque de l'inflation et plein de problèmes. On a aussi la possibilité qu'il y ait une grosse vague de réfugiés ukrainiens qui, à tous les coups, vont être logés dans les logements vides et dans les hôtels parisiens, ce qui va décaler la crise des hôtels. Mais bon, on l'a compris, c'est l'État qui va payer. Donc forcément, ça augmente l'endettement de l'État et ça provoque encore d'autres difficultés derrière. Alors, on a entendu les gens râler pendant des années sur l'immigration maghrébine et africaine, parce que finalement, il y avait des jeunes hommes qui parlaient français et qui venaient pour travailler et gagner l'argent, ce qui posait effectivement des problèmes. Hein. Ils sont intégrés plus ou moins bien au marché du travail, ou d'une manière générale, ok. Et là, ils sont très contents parce que c'est des Ukrainiennes qui viennent, sauf que la majorité, c'est des retraités. Et puis alors maintenant, on va voir finalement si la retraitée de 75 ans ukrainienne avec un diabète de type 2 s'intégrera mieux sur le marché du travail en parlant pas un mot de français que finalement le maçon marocain. Donc ça, je vous laisse voir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. On peut aussi supposer que l'État mente pendant plusieurs années sur les chiffres, ce qui pousserait les gens à l'achat. Il suffit de dire que les chiffres, les ventes, les prix de vente continuent à augmenter pour que les gens aient peur et continuent à acheter. Ça peut marcher un certain temps, hein, on l'a vu en URSS, ça a marché un certain temps. Hein. On disait aux gens, oui, les prix de la production sont au beau fixe, tout va bien dans l'économie, voilà. Et puis le lendemain, vous aviez effondrement, éclatement complètement de l'URSS et des salaires à 100 dollars par mois dans tous les pays de l'ex-URSS. Mais c'est possible. Et puis autre scénario, peut-être de science-fiction, mais aujourd'hui tout est possible, on a emprunté 650 milliards d'euros sur 2 ans, ce serait que finalement l'État se substitue aux acheteurs particuliers et achète 500 000 biens immobiliers chaque année pour masquer la crise. Et voilà, c'est peut-être de la science-fiction, mais aujourd'hui, je veux dire, tout est possible. Alors, je voudrais terminer en parlant un petit peu du grand reset, parce qu'on en parle beaucoup depuis 2-3 ans, puis on n'arrive pas à placer des réalités sur ce grand reset. Et je pense qu'en fait, le grand reset, c'est ça. C'est pousser tous les acteurs de l'économie, que ce soit l'État, les entreprises ou les particuliers, à un endettement totalement délirant et excessif, faire augmenter les taux, provoquer des faillites et des saisies, mais vraiment en masse, puis relancer l'économie selon d'autres règles. Et donc finalement, on ne serait plus propriétaire de rien, mais locataire de tout. Et voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. J'en sais rien. Il fallait trouver une solution. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne solution? J'en sais rien. Mais je pense que le grand reset, c'est ni plus ni moins ça. On sait par exemple que l'État ne peut pas se permettre de vivre une crise immobilière qui mettrait fin à l'activité du bâtiment, puisque ça ferait un nombre de chômeurs vraiment délirant dans le pays. C'est pas possible. Il faut que le bâtiment continue à fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu de la loi Laglaise. C'est une loi qui permet d'acheter le bâti, mais pas le foncier qui serait loué à l'État. Hein, donc finalement, d'être plus ou moins locataire tout en étant propriétaire. Hein, on achète les murs, mais pas le terrain. Et finalement, ça permet d'acheter des biens immobiliers pour pas cher du tout, hein, puisqu'il n'y a que le bâti, de maintenir l'activité du bâtiment. Mais en même temps, tu te dis,
où est-ce que l'État peut trouver du foncier alors qu'il n'en a pas? Et je pense que le grand reset, bah, c'est justement la saisie de ce foncier aux propriétaires et multipropriétaires pour finalement relancer selon d'autres règles.